Bonjour à tous, je me présente Pierre Lédé à Guenot et j'ai le grand plaisir de discuter un petit peu avec Géraud Souterran donc de Clermont-Ferrand qui nous a fait une très belle présentation à la PAC sur la Rosteno Intrastent. Géraud, j'ai trouvé vraiment ta présentation très intéressante et en fait je crois que c'est un problème qu'on sous-estime largement. On a tous l'impression que la Rosteno finalement depuis quelques années c'est presque un problème du passé et puis en fait tu nous as bien dit lors de cette présentation que ce n'était pas le cas. Oui, merci Pierre. C'est effectivement, quand on discute entre cardiologues interventionnels, un élément, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on en a peu. Et quand on regarde tous les patients qui ont déjà été stentés et ceux qui reviennent, ça correspond à 10% des angioplasties aux États-Unis. Et on a regardé dans le registre France PCI où il y a en plus une limite car le registre n'est pas toujours très bien renseigné sur CardioReport. Mais c'est plus de 7% des procédures, donc ça concerne vraiment notre quotidien. On va le voir, je pense, ensemble. Ce qui est important, c'est de traiter ces patients vraiment de manière adaptée pour éviter qu'ils reviennent. Alors quand tu dis justement adapté, c'est quoi adapté? Eh bien, on a de plus en plus de papiers dans la littérature qui sont intéressants sur le fait qu'en fonction du type de rosténose, on va avoir des stratégies thérapeutiques qui vont être différentes. Et là, il y a deux papiers très intéressants qui viennent d'être publiés dans Eurointervention et qui concernent les patients soit qui ont des nodules calcifiés dans cette rosténose intrastent, chose qu'on pensait qui arrivait uniquement dans les lésions natives, ou un autre papier où ils ont vu 140 patients chez qui il y avait un OCT systématique au début de procédure et en fin de procédure. Et en fait, on s'aperçoit que le résultat final sur l'implantation du stent est largement sous-optimal. C'est-à-dire qu'on a à peu près un tiers des patients qui gardent une sous-expansion en fin de procédure avec des critères qui sont assez faibles, c'est-à-dire une surface intrastent de moins de 4,5 mm² ou moins de 70% d'expansion. Et on s'aperçoit que lorsqu'on a un résultat qui est suboptimal, eh bien, l'évolution va être vraiment défavorable avec dans les deux papiers des patients qui reviennent entre 1 et 2 ans, entre 30 et 40% des cas. Donc c'est-à-dire que si on ne s'attache pas à avoir un résultat optimal en fin de procédure, on aura un patient sur 3 qui va revenir dans les 2 ans. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher aux résultats en OCT, sachant que, et on l'a vu nous dans l'étude RESTO, quand on va traiter les patients de rosténose, ils ont parfois 2 voire 3 stents. Et si on ne s'intéresse pas au mécanisme de rosténose, on va au-devant de soucis encore plus importants sur les procédures ultérieures. Ah bah alors écoute, c'est exactement ça parce qu'on en a discuté tout à l'heure. Je crois qu'on a tous dans nos quêtes lab un patient ou deux patients qui reviennent une fois, deux fois, trois fois. Moi, ça me fait penser à quelqu'un. Et alors, qu'est-ce que tu me conseillerais pour cette patiente? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter autant que possible qu'elle revienne pour la 10e fois dans les semaines à venir? Alors déjà, je pense que le message clé et qu'il faut vraiment véhiculer dans tous nos cath labs, c'est de faire de l'imagerie endocoronaire. Je pense qu'il y a peu d'indications où elle est à l'heure actuelle recommandée dans les recommandations de l'ESC. Elle est en classe 1A maintenant pour les rosténoses intrastent et les thromboses intrastent. Et quand on regarde un petit peu dans les différents registres, on voit que c'est largement sous-utilisé. Et j'encourage vraiment tout le monde à en faire. Ça va nous permettre d'orienter notre diagnostic et de savoir si c'est de la néointima, de la néoathérosclérose, si on est en présence d'une sous-expansion. Et on voit très bien que l'angiographie, elle n'est pas suffisante pour diagnostiquer cette sous-expansion, surtout quand on a 1, 2, voire 3 stents. Et donc j'encourage vraiment tout le monde à en faire et on voit que si il y a une indication pour laquelle il faut faire de l'imagerie endocoronaire, c'est notamment les complications du stenting. Et alors après, c'est quoi le traitement? La place de l'OPN, la place du shockwave, la place du cutting, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous faire un résumé Tout à rapide des fait, choses? tout à fait Pierre. Je pense qu'on a maintenant un arsenal thérapeutique qui nous permet en plus vraiment d'adapter notre traitement en fonction de chaque patient et de ce qu'on va retrouver en OCT. De manière un peu schématique, on peut dire que lorsqu'on a une sous-expansion, on va s'attacher à réouvrir le stent, que ce soit avec les ballons non compliants, voire le shockwave, mais qui n'est pas encore validé dans cette indication. Il y a un travail à faire là-dessus. Lorsqu'on a de la néoathérosclérose, on va plutôt aller vers la mise en place d'un nouveau stent actif. Et quand on a de la néo-intima un peu classique, on pourra aller vers le ballon actif. C'est un peu ce qui ressort des dernières recommandations avec des indications un peu spécifiques comme peut l'être le laser dans certaines indications retrouvées en OCT. Mais c'est vraiment l'imagerie endocoronaire qui va pouvoir nous
faire adapter le traitement. Et maintenant, on a vraiment des stratégies thérapeutiques qui ont été bien présentées dans 2 papiers qui servent un peu de référence à notre traitement. Ok, bah écoute, merci beaucoup, c'était très clair. Merci d'avoir accepté cette invitation et à très bientôt à tous. Merci.